C'est un phénomène très répandu dans le monde et aussi l'un des plus mystérieux. Selon les cultures, il est assimilé à un démon, un djinn, un cauchemar ou à une sorcière. Selon les dernières études, 70 à 100% des gens seraient touchés par ce phénomène. En quoi ça consiste ? Voilà comment ça se passe dans la majorité des cas. Tu fermes les yeux, tu commences à t'endormir, tu sombres dans le sommeil et au moment de partir, un terrible visiteur se pointe devant toi. Cette chose se présente parfois sous les traits de tes proches et parfois tu ne la vois même pas, mais tu la ressens. Tu sais que cette chose est là en train de t'observer, tu sens sa présence sans pouvoir la voir en vrai. À ce moment-là, la créature se met sur ton torse et se met à t'étouffer, et tu peux plus respirer. T'es complètement paralysé, tu tentes de crier, d'appeler à l'aide, mais personne t'entend. Jusqu'à ce que tu puisses bouger un de tes membres ou émettre un petit son. Et à ce moment-là, tu te lèves en sursaut. Ce visiteur a terrorisé des millions et des millions de personnes au fil des années. Et il a donné du fil à retordre aux plus sceptiques, surtout aux hommes de science quand eux-mêmes en faisaient l'expérience. Dysfonctionnement temporaire du cerveau ou entité bien réelle ? Accroche-toi bien, parce qu'aujourd'hui, je t'emmène explorer la légende du terrible visiteur de la nuit. L'homme sombre, la sorcière machiavélique, le démon de la nuit ou même le diable lui-même. Autant d'adjectifs pour qualifier ce visiteur mystérieux. La plupart du temps, cette expérience se fait lors d'états intermédiaires entre le sommeil et le réveil. T'as l'impression que t'es réveillé, mais en fait t'es en plein sommeil ou alors tu viens juste de t'endormir quand tu vois cette personne. Comment expliquer qu'autant de personnes aient vécu la même expérience ? La même chose, une entité qui vient dans ton sommeil et qui commence à t'étouffer, elle s'assoit sur ton torse et t'étouffe jusqu'à ce que tu puisses plus du tout bouger ou parler. Les gens de toute culture, de toute religion, de toute couleur ont fait l'expérience de ce visiteur et du coup en est ressorti énormément de légendes urbaines. Depuis toujours, plein de peuples ont lié ce mystérieux visiteur à un phénomène surnaturel. Durant l'Antiquité, les Grecs voyaient en lui, en cette chose, la visite d'un esprit mort à un esprit vivant. D'autres chez les Grecs pensaient que c'était la déesse Hécate, l'ombre de la mort. Pourquoi ils pensaient que c'était Hécate ? Parce qu'elle a notamment de nombreux pouvoirs, comme le fait de créer des cauchemars et des terreurs nocturnes. Elle peut aussi contrôler les fantômes et les esprits. Dans les anciennes croyances russes, les symptômes de la paralysie du sommeil ont été attribués à la colère du domovoi, un esprit nocturne qui vient punir des personnes pour leur mauvais comportement conjugal. Les Romains l'appelaient incubus, qui signifie couché sur. Selon les croyances, il serait un esprit masculin maléfique qui voudrait posséder des femmes. À partir du Moyen-Âge, l'Église avait complètement admis cette théorie et un débat s'est même mené pour essayer de déterminer s'il était possible qu'une des femmes qui serait visitée par ce démon puisse engendrer son enfant pour trouver un moyen de se protéger si c'est le cas. Durant la Renaissance, on pensait que des sorcières ou des démons étaient à l'origine de cette expérience et n'ayant le pouvoir de paralyser leurs victimes que quand elles étaient endormies, ils en profitaient pour leur faire vivre un enfer. Comme tous les peuples du monde entier à travers tous les temps ont fait l'expérience du visiteur de la nuit, tout le monde le connaît très bien et du coup, tout le monde lui a donné un nom. Au Canada, ce serait la vieille sorcière Agrog qui viendrait vous rendre visite. En Chine, c'est le Gia Shuang. En Turquie, c'est le Karabazan, ce qui veut dire le gars noir. Au Mexique, c'est la Subida del Muerto. Ça veut dire le mort qui monte dessus. En Algérie, c'est Bouberak ou Boutlelis. Et au Maroc, c'est Bourtat, ce qui signifie celui qui recouvre. Dans ces deux cultures, il est assimilé à un djinn malveillant. Pour les Japonais, c'est le Kanashibari. Et pour les Inuits, c'est le Ogu Manjia. Pour eux, ce serait un chaman qui aurait lancé un sort au dormeur pour le paralyser pendant qu'une entité l'étouffait. En Allemagne, c'est l'Alp,
un petit lutin qui s'accroupit sur le thorax du dormeur. Au Brésil, c'est une créature effrayante aux ongles très très longs qui s'introduit chez le dormeur et se cache jusqu'à ce qu'il s'endorme pour venir et écraser son thorax. Il est appelé pisadeira. Au Cambodge, c'est le Khmaoch Sangat et en Thaïlande, c'est le Phi Am. En Scandinavie, c'est la mare, une femelle malveillante qui viendrait vous étouffer dans la nuit selon le folklore scandinave. La mare est notamment à l'origine du mot Nightmare en allemand et du mot Nightmare en anglais. Le fait que cette légende ait les mêmes dénominateurs communs dans le monde entier et que tous les peuples dans tous les 4 coins du monde aient fait la même expérience a très très longtemps intrigué les médecins et les scientifiques qui n'arrivaient pas à comprendre comment c'est possible parce que la plupart du temps les légendes urbaines étaient relatives aux pays et aux cultures en question. C'était pas quelque chose qui était partagé par le monde entier, par des cultures qui ne se sont peut-être même jamais croisées il y a très longtemps, mais qui racontaient toutes de la même manière vivre ces expériences pendant la nuit. Et donc ça a longtemps intrigué les scientifiques et les médecins jusqu'à ce qu'on commence à s'intéresser au cerveau et surtout au processus du sommeil. Résultat, les médecins ont eux aussi donné un nom à ce mystérieux visiteur. La paralysie du sommeil. Quand on entre en sommeil paradoxal, notre corps sécrète une molécule appelée glycine qui sert à garder notre corps en état de paralysie pendant notre sommeil pour pas qu'on fasse de grands gestes quand on rêve, par exemple si on rêve qu'on court ou qu'on tombe ou quoi que ce soit, pour que notre corps reste stable et qu'on fasse pas de très grands gestes ou qu'on frappe pas si une personne dort à côté de nous, pour qu'on reste paralysé durant toute la phase de sommeil et qu'on ne parle pas, qu'on ne crie pas, etc. jusqu'à la fin du rêve, jusqu'à ce qu'on se réveille. Selon les médecins, il se peut que parfois la glycine soit sécrétée dans notre corps un peu trop tôt ou un peu trop tard. Ça veut dire que c'est possible qu'au moment où tu t'endormes, bien avant que tu entres dans le sommeil paradoxal, bien avant que tu commences à rêver, la molécule soit sécrétée dans ton corps, ce qui fait qu'elle te paralyse complètement alors que tu n'es même pas encore en train de rêver, tu es encore semi-éveillé. Pareil, c'est possible que pendant que t'as dormi, t'as rêvé, t'as fait plein de rêves, etc. Une fois que tu commences à te réveiller, tu commences à regagner conscience, c'est possible que la glycine soit encore dans ton corps, alors que normalement elle devrait pas y être à ce moment-là, ce qui fait que t'es encore dans cet état de paralysie totale, alors que toi t'as regagné conscience, ce qui fait que t'as l'impression que t'es paralysé. Et comment ça se fait qu'on voit quelqu'un nous étouffer ou venir s'installer sur notre thorax? Selon les médecins, c'est parce que notre cerveau a toujours besoin de trouver une explication à ce qui lui arrive, et comme on n'a pas l'habitude d'être paralysé comme ça pour rien, sans aucune raison valable, et le cerveau il va créer des hallucinations pour s'expliquer ce qui se passe, parce qu'il a toujours besoin de comprendre ce qui se passe. Et comme là il comprend pas du tout, alors il va créer cette image. En fait, il va créer l'image de ce que tes émotions il lui envoient. Ça veut dire que si tu étais calme, il va peut-être pas te montrer des choses effrayantes. Mais vu que tu paniques, et c'est normal, alors il te montre des trucs qui vont te faire peur, qui vont te faire paniquer, puisque lui il veut juste confirmer ce qui se passe, et du coup il va te confirmer ta panique. Malgré ces explications scientifiques, beaucoup de gens continuent à croire que c'est une entité maléfique, que c'est un visiteur, que c'est un démon, que c'est un djinn, que c'est un esprit, que c'est quelque chose qu'on n'arrive pas trop à comprendre. Beaucoup de gens pensent que les médecins essayent juste de trouver un truc rationnel parce qu'ils ne comprennent pas comment c'est possible que tout le monde fasse la même expérience à travers le monde entier et à travers les siècles. Et en attendant, il y a énormément de gens qui continuent à vivre ces expériences de façon répétée, ce qui va créer chez eux une phobie de la nuit. Ils n'arrivent plus à aller dormir, ils ont peur du moment d'aller se coucher, ils ont peur d'éteindre la lumière, ils ont peur vraiment du sommeil. Ce truc que nous on adore, on n'attend qu'une chose, c'est d'aller dormir, et eux ils en peuvent plus. Pour eux c'est la pire chose du monde d'aller dormir, un peu comme dans le film Cauchemar à Elm Street, je sais plus comment il s'appelle, Freddy Krueger je crois, le gars il s'appelle, celui qui vient te tuer pendant que tu dors. J'ai pas dormi pendant une semaine après l'avoir regardé, bref. Il y a d'autres personnes qui sont d'accord avec les médecins sur le fait que c'est pas une œuvre du démon, du diable ou des esprits. Mais ils ont une autre théorie en tête. Corps qui peut plus bouger, entité qui agit sur nous alors qu'on est impuissant, impression d'avoir vraiment vécu ce truc et certitude que c'était pas un rêve, le sentiment d'avoir vraiment été visité. Ça vous rappelle rien ?
c'est troublant de ressemblance avec les expériences d'abduction. Abduction, ça veut dire kidnapping par les aliens. On en reparlera dans une autre vidéo. Les abductions, enfin les expériences d'abduction sont aussi très nombreuses. On a des faits, des témoignages d'abduction du monde entier, à travers tous les âges, à travers tous les temps. Pareil, exactement comme dans les cas de la paralysie du sommeil. Est-ce que ça serait possible qu'en fait, la paralysie du sommeil, ce soit des extraterrestres? Beaucoup de personnes pensent que c'est le cas. D'après eux, penseraient directement à des esprits parce que dans le passé, c'était les seules entités auxquelles on songeait quand quelque chose de bizarre arrivait. Mais maintenant qu'on s'étend beaucoup plus sur la vie extraterrestre, il se pourrait que ce soit en fait eux qui nous rendent visite. Si c'est le cas, les aliens viennent nous voir depuis très longtemps. Ils auraient un moyen de nous plonger dans un état de semi-conscience. Ils utiliseraient un produit paralysant sur nous pour pouvoir peut-être nous étudier ou mener des expériences sur nous, et on serait alors beaucoup plus nombreux à avoir vécu une expérience d'abduction que ce qu'on pensait. C'est en tout cas ce que pense Spencer Haynes. Spencer était un jeune étudiant quand ses cauchemars ont commencé. Il venait de finir son semestre à la fac aux États-Unis et il était rentré chez ses parents pour les vacances, le temps des vacances de Noël. Donc il s'installe dans son ancienne chambre et dès la première nuit, les choses ont commencé à devenir très chelou. Il s'endort et il est réveillé par un bruit. Il entendait grincer ou gratter dans le placard. Ça l'a dérangé, mais il s'est dit bon, c'est peut-être juste le chien. Il a continué son sommeil, mais le bruit devenait de plus en plus fort. À un moment, il s'est dit bon, stop, je vais aller me lever, je vais aller ouvrir le placard et je vais laisser le chien entrer, peut-être qu'il veut dormir à côté de moi. Donc il tente de se lever et il se rend compte qu'il est complètement paralysé. Impossible de se lever. Il panique. Il commence à vouloir bouger n'importe quoi, ses pieds, ses jambes. Jamais auparavant il avait vécu une expérience comme ça. Il panique totalement, c'était la première fois que ça lui arrivait. Il tente de bouger par tous les moyens, mais c'est impossible. Il tente de crier, de parler, mais rien. À un moment, il lève les yeux et il voit un homme au bout de son lit, debout, très grand, sans visage. Lui, son cœur battait de plus en plus, il était complètement paniqué. L'homme commençait à avancer vers lui, il avançait, et il s'arrête au bout du lit. Il se met vraiment en face de lui et il le regarde comme ça, mais il n'avait pas de visage. Quelques minutes interminables après, il arrive à bouger son doigt et il se lève et il était tout seul, dans sa chambre, sans bruit, sans homme, sans visage. Le lendemain, il raconte à ses parents ce qui s'est passé et ils lui disent que c'était sûrement un cauchemar qu'il avait fait dû aux examens qui venaient de passer, le stress qui retombe, etc. Et que ça faisait longtemps qu'il s'était pas endormi dans sa chambre, donc c'est normal, peut-être qu'il avait juste mal dormi. Bref, il se dit que c'est totalement le cas et il pense plus du tout à ça et il termine sa journée tranquillement. Le soir même, il repart se coucher et dès qu'il ferme les yeux, instantanément, il les ouvre et il voit l'homme sans visage debout devant lui. Cette fois-ci, il s'approche de lui et il s'assoit sur le lit. Il lui prend le bras comme pour vérifier quelque chose. Il commence à regarder son bras, il vérifie et il s'arrête. Ensuite, il dit à Spencer qu'il lui veut pas du tout de mal et que tant que Spencer collabore avec eux, rien de mal va se passer pour lui et que sa vie continuera normalement comme si de rien n'était. Spencer est en panique mais il peut pas bouger. Au moment où l'homme disparaît, Spencer se réveille, encore seul, dans sa chambre, mais cette fois-ci, il sait que c'était vrai. Il sent que c'était réel. Il a encore la sensation sur son bras de l'homme qui l'a touché. Il sait que c'était pas un rêve. Quand il s'est réveillé, il a dit qu'il sentait la présence de l'homme dans toute la chambre. Il ressentait une présence, mais il pouvait pas le voir une fois éveillé. Et il s'est aussi rendu compte que l'homme, il parlait avec des bruitages bizarres. Il parlait pas avec, en anglais avec Spencer, il parlait avec des bruits. Et au moment où il parlait, Spencer le comprenait très bien, sans problème. Et c'est que en se réveillant qu'il s'est rendu compte que le langage de cet homme, c'était des bruits et c'était pas de l'anglais, c'était pas des paroles normales. Mais sur le coup, il le comprenait très bien. C'est comme si quand il était en paralysie du sommeil, il comprenait ce langage, mais dès qu'il se réveillait, il comprenait plus rien. Spencer dit que tous les soirs, l'homme lui a rendu visite, toujours sans visage, toujours de la même manière, et ça malgré le fait qu'à chaque fois il changeait de pièce. Parce que plus jamais il s'est rendormi dans sa chambre, ça va de soi, mais à chaque fois qu'il changeait de pièce, l'homme en question revenait
avec les mêmes trucs, les mêmes discours, les mêmes bruitages, et c'était toujours le même scénario jusqu'au dernier jour. C'était le dernier jour de Spence et le lendemain il devait retourner au campus de la fac. C'était la fin des vacances et l'homme est venu, il s'est assis à côté de lui. Cette fois-ci, il a rien vérifié. Il lui a juste dit qu'il savait que c'était son dernier jour, mais qu'il ne le suivrait pas sur le campus, que c'était juste le temps qu'il était là et qu'il ne les reverra plus jamais et qu'en fait, ils avaient installé quelque chose dans son bras pour qu'il soit leurs yeux, leurs oreilles, comme une caméra humaine en fait sur Terre pour qu'il puisse voir ce qui se passe sur Terre et que ça n'empiétera jamais sur sa vie et que petit à petit, il va même oublier cette expérience avec l'âge, avec le temps et qu'ils sont désolés, ils sont même excusé de lui avoir fait vivre tout ça pendant des semaines et il est reparti. Spencer le lendemain il a fait ses bagages, il est reparti au campus et il dit que depuis ce jour il ne les a non seulement jamais revus mais en plus les souvenirs commencent petit à petit à s'estomper alors qu'avant ils étaient très très vivaces parce que ça c'était un truc choquant quoi, c'est pas une expérience commune. Ils s'en rappelaient très bien mais sans qu'ils puissent comprendre pourquoi les souvenirs commencent à s'effacer petit à petit, ils commencent à plus trop se rappeler des détails. Lui il est persuadé d'avoir été visité par des aliens qui l'ont utilisé comme caméra humaine pour espionner la Terre. Est-ce qu'on est dans un laboratoire géant? Est-ce qu'on est des rats de laboratoire pour des extraterrestres? Est-ce que c'est les extraterrestres qui nous ont recréés ou est-ce que depuis qu'ils nous ont découvert, on est devenu une de leurs expérimentations? On va se pencher sur cette question dans une autre vidéo. Pour l'instant, on va continuer avec notre visiteur mystère. On continue. Clete Kushida, professeur de psychiatrie et de sciences comportementales à Stanford, raconte avoir été complètement dépassée par le cas d'une de ses patientes qui, pendant des années, voyait son mari, plusieurs nuits par mois, entrer dans sa chambre et tenter de l'assassiner alors qu'elle était paralysée. Ces expériences étaient tellement réelles qu'elle y croyait à chaque fois, mais elle se réveillait un instant après, dans son lit, avec son mari à côté qui dormait au calme. Ces expériences l'ont complètement épuisée et elle a fini par demander de l'aide aux médecins qui ne pouvaient que lui expliquer que son expérience était appelée paralysie du sommeil sans pouvoir faire quelque chose pour elle. Et ils ne savent pas si ça s'est arrêté ou pas. Le professeur de psychiatrie raconte qu'elle a énormément de patients qui en souffrent. Certains voient des gens, d'autres pas. Certains ont l'impression de léviter dans l'air, d'autres ont l'impression qu'on les écrase avec un marteau. Certains entendent des bruits, d'autres un silence assourdissant. Mais dans tous les cas, ces patients sont convaincus du caractère paranormal de ce qu'ils vivent. Ils sont sûrs que ce sont des esprits démoniaques qui s'attaquent à eux. Pour un jeune homme de 27 ans appelé Eric, c'est ni l'un ni l'autre. C'est ni des extraterrestres, ni la paralysie du sommeil, ni un démon. Selon lui et selon ses expériences, c'est en fait une étape où le corps astral se sépare du corps physique pour aller s'aventurer dans le monde du subconscient. Donc dans le monde des rêves. Ceux qui arrivent malgré eux à être complètement conscients durant cette transition, ceux qui n'ont pas perdu conscience et qui ont encore tout leur cerveau quand leur esprit quitte leur corps, sont pris de panique parce qu'ils sentent leur corps complètement paralysé puisque l'esprit, celui qui fait bouger le corps, celui qui le contrôle, est en train de partir vers un autre univers ou un autre monde ou je sais pas. Et du coup, pris de panique, il retient l'âme ou le corps astral, peu importe. Et du coup, le cerveau commence à s'imaginer des démons, des extraterrestres et des ombres et je sais pas quoi. Et commence à avoir l'impression d'étouffer parce que, en fait, littéralement, il a l'impression qu'il est en train de mourir. Et du coup, le cerveau tente de te réveiller en te faisant croire que tu es en train d'être étouffé par un démon pour que tu te réveilles parce qu'il a peur, parce que le cerveau a l'impression que tu es en train de mourir. Donc, il tente un dernier coup pour que tu meurs pas puisque son premier travail, c'est de te protéger. Et du coup, c'est ça qui fait qu'il va te faire imaginer plein de trucs horribles pour que tu puisses te réveiller et regagner conscience et regagner la vie. Cette théorie, c'est aussi celle des Indiens d'Amérique. Selon eux, c'est en fait un grand privilège de pouvoir être conscient durant ce moment parce que, en fait, en général, ça se passe dans l'inconscience quand ton âme quitte ton corps. Mais quand tu as la chance de pouvoir le vivre, de pouvoir rester conscient, il faut en profiter, il faut garder son calme, il faut respirer et il faut essayer de garder sa conscience le plus possible pour pouvoir accompagner son corps quand il part vagabonder on ne sait où. Le fait que ta conscience puisse partir avec ton âme, ça va faire que tu vas vivre une expérience hors du corps. Et en fait, d'après ceux qui l'ont vécu, c'est quelque chose d'extraordinaire où rien n'est impossible, où tu peux faire plein de trucs. Tout ce qui se passe dans ta tête, tu peux le faire, tu peux le réaliser, tu peux aller visiter des gens dans le monde entier. Enfin, c'est apparemment extraordinaire selon les gens qui l'ont vécu et on va aussi en parler dans une autre vidéo. La paralysie du sommeil est vraiment un casse-tête. Est-ce que c'est un démon?
Est-ce que c'est des extraterrestres? Est-ce que c'est la paralysie du sommeil? Est-ce que c'est l'âme qui quitte le corps? On sait pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est une condition bien réelle qui touche entre 70 et 100% des gens, au moins une fois dans leur vie. Dans mes recherches, j'ai constaté un fait qui m'a troublée, qui m'a un peu fait réfléchir, c'est la dame qu'on appelle Agrog au Canada et dans plusieurs pays. Dans ces pays-là, elle est considérée comme étant une sorcière, mais bon, bref, c'est une femme machiavélique. Et en fait, ceux qui la voient tous de la même manière. C'est une vieille dame, elle a un rire très inquiétant, elle te regarde en rigolant et très vite elle vient et elle commence à t'étouffer jusqu'à ce que tu te réveilles. Agrog, cette femme a été vue par un nombre incalculable de gens. À travers tous les siècles, toutes les cultures, depuis la nuit des temps, il y a eu plein de récits, plein de témoignages sur le sujet. Le fait de voir une vieille dame un peu âgée avec un rire bizarre, que c'est dû au Disney, où la belle-mère ou la sorcière, elle est toujours un peu... c'est une vieille sorcière qui a un rire bizarre. Mais cette vieille dame, elle a été aperçue depuis toujours, bien avant les films, bien avant les séries, bien avant tout ce qu'on connaît aujourd'hui et le mythe de la vieille méchante. Donc c'est assez chelou, c'est assez bizarre, cette histoire de vieille dame que plein de gens ont vu dans le monde entier, que ce soit des Asiatiques, des Africains, des Européens, des Américains, des Latinos, tout le monde, dans toutes les cultures, cette femme, elle apparaît dans les témoignages, elle a été vue par plein de gens, des enfants, des adultes. Voilà, c'est troublant, c'est bizarre. À partir d'un certain moment, on peut plus dire que c'est du hasard. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. La question c'est, est-ce que quand il y a énormément de gens qui voient la même chose alors qu'ils se connaissent même pas et qui n'ont aucun lien l'un avec l'autre, est-ce qu'on peut encore prétendre que c'est juste un effet biologique? La réponse est oui, on peut prétendre que c'est biologique. Surtout parce qu'on sait que les humains, depuis toujours, ont blâmé les esprits, les sorcières, le diable, les démons et toutes les légendes possibles et imaginables pour leurs propres péchés, pour leur propre mal. Les spécialistes du sujet disent qu'il y a quelques facteurs qui favorisent cette expérience-là, ce visiteur de la nuit, comme le fait de dormir sur le dos, de changer de lit ou de changer de lieu, la lumière ambiante ou des horaires de sommeil irrégulières. De tous ces facteurs, le stress est de loin le plus grand. Certaines personnes pensent que c'est tout simplement du stress, qui, rappelons-le, a de nombreuses facettes et il se peut que cette expérience soit juste une de ces facettes. D'autres disent que si stress il y a, c'est parce que démons, sorcières et diables il y a. Et enfin, il y a les autres qui disent que c'est notre corps astral qui veut nous parler, nous faire comprendre des choses sur nous-mêmes et surtout nous faire prendre du recul par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Dialogue de sourds. Si vous souffrez de cette expérience-là, les spécialistes vous recommandent de vous concentrer sur une seule partie de votre corps et pas essayer de tout bouger en même temps parce que plus vous allez le faire, plus ça va prendre longtemps à disparaître. Il faut garder son calme le plus possible. Plus vous paniquez, plus les visions vont être cauchemardesques. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucune raison officielle pour ce phénomène aussi vieux que l'homme lui-même. Mais pour conclure, il y a deux camps qui s'affrontent. Ceux qui disent que certains ont besoin de démons et de diables pour s'expliquer les choses qu'ils ne comprennent pas encore sur leur condition d'humain, et ceux qui disent que justement, pour comprendre notre vraie humanité, il faudrait permettre l'existence d'un monde invisible, qu'il soit en dehors ou en nous-mêmes. Si t'as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner si t'es intéressé par les sujets un peu mystérieux, effrayants et l'exploration en général de tout ce qui est inexpliqué. Et moi je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Exploriamus.